Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais vous souhaiter, au nom du RECEF, la bienvenue à notre colloque annuel. Le RECEF, c'est le Réseau québécois en études féministes. Et cette année, notre événement annuel est articulé autour du livre que vous pouvez déjà trouver sur les rayons de vos librairies indépendantes depuis lundi. Sinon, vous pourrez l'acheter plus tard aujourd'hui. Il y aura des tables avec le livre. Alors, je vous annonce en primeur le titre du livre, Le sujet du féminisme est-il blanc, tome 2. Cette fois-ci, le sous-titre, c'est Lutte et savoir actuel. Un petit mot, oui. Un petit mot donc sur notre colloque annuel. Alors, chaque année, le RECEF veut, à travers son colloque annuel, mettre en valeur la recherche de ses membres qui travaillent autour d'un thème commun. Cette année, c'est le thème d'un féminisme pluriel et décentré. Et dans le livre que nous lançons aujourd'hui, il y a plus de 14 contributrices sur 22 qui sont des membres du RECEF. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui sont en ligne avec nous, donc des personnes qui ont pris la peine de réserver leur vendredi pour venir discuter avec nous des enjeux et des questions que cette publication commune soulève, pardon. Et on s'est dit, parce que quand on a vu que les inscriptions rentraient et se faisaient à un rythme rapide, on s'est dit que ça témoignait de certaines choses, entre autres d'une urgence de vouloir discuter des questions qu'on aborde dans le livre. Et ça nous rappelle aussi qu'on est une vaste communauté engagée et résolue à travailler, à faire de notre société une société plus juste, où tout le monde a droit au respect et à une vie digne. Je voudrais tout d'abord faire une reconnaissance territoriale que nous sommes aujourd'hui à l'Université Concordia, une université qui est située donc en territoire autochtone, qui n'a jamais été cédée. Et Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, en 2025, il y a une population autochtone diversifiée et d'autres peuples aussi qui résident donc sur ce territoire. Et c'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Ceci dit, nous considérons également que cette reconnaissance territoriale, c'est cependant quelque chose qui est bien peu engageant et au-delà de cette reconnaissance territoriale, nous aimerions affirmer et appuyer les revendications territoriales des Premières Nations ainsi que leurs résolutions respectueuses. Donc, voilà un programme pour le futur. Je vais maintenant passer la parole à Naïma qui va parler de la démarche du tome 1 et je vais parler après du tome 2. Naïma. Merci tout le monde. Merci Chantal. Merci d'être présente et présent en si grand nombre. C'est vraiment extraordinaire pour nous de pouvoir prendre la mesure de la mobilisation de la communauté féministe pour des enjeux aussi urgents que ceux auxquels nous faisons face à l'heure actuelle. Si aujourd'hui on est là pour célébrer la parution du deuxième tome du sujet du féminisme est-il blanc, c'est qu'il y a eu, il y a maintenant 10 ans, un premier tome autour duquel nous étions un certain groupe féministe à se rassembler et à écrire. À cette époque-là, on se rappelle, on se retrouve il y a 2014-2015, on était dans un contexte social et intellectuel absolument effervescent. On venait de vivre la mobilisation étudiante contre la hausse des frais de scolarité. On venait de vivre aussi les mobilisations d'Idle No More contre les projets de pipeline à travers le Canada. Et on était en plein au cœur des enjeux, des débats autour du projet de charte des valeurs qui avait été proposé à l'époque par le gouvernement
péquiste, porté par Bernard Drinville et Pauline Marois à l'époque. Et nous étions nombreuses féministes, mais aussi des chercheurs en philosophie, des multiculturalistes, etc., des gens de la société civile, des juristes, à se mobiliser contre ce projet de charte des valeurs à l'époque. Et c'est dans ce contexte-là qu'on avait voulu rassembler les voix féministes en opposition à ce projet de charte des valeurs qui visait entre autres l'interdiction du port de signes religieux dits ostentatoires, mais qui ciblait précisément les femmes musulmanes qui portent le hijab et qui, même s'il était formulé de manière neutre, dans la lettre, finalement, stigmatisait et marginalisait encore davantage les femmes musulmanes qui portent le hijab. On s'était donc rassemblé un groupe de chercheuses féministes autour du projet de livre, justement pour faire valoir différentes choses. Notamment, notre argument était assez simple. Le féminisme ne peut pas se prétendre universel s'il exclut systématiquement de sa réflexion sur la justice sociale et le projet de société la voix des femmes qui vivent quotidiennement le colonialisme, les formes de néocolonialisme, le racisme systémique et l'islamophobie. Autrement dit, un féminisme qui parle au nom des femmes à leur place plutôt qu'avec elles, ou plutôt que de les laisser parler, de nous laisser parler pour nous-mêmes, parce que nous sommes capables de parler pour nous-mêmes, reconduit les logiques de la domination et de l'exploitation et du déni d'agentivité que par ailleurs ils cherchent à combattre. Donc, c'est dans cet esprit du principe rien sur nous, sans nous, un principe qui a été mis de l'avant dans les mouvements sociaux de libération des années 60, 70, 80, que nous avions à l'époque, il y a 10 ans, développé, proposé ce premier tome du livre « Le sujet du féminisme est-il blanc ». Alors, je viens de nommer qu'il y a 10 ans, on était face à un gouvernement qui proposait une charte des valeurs visant à... On me voit venir, je n'ai même pas besoin de parler. À stigmatiser les femmes musulmanes. Le projet n'avait pas encore été... On avait réussi à cette époque-là à contrer le projet de charte des valeurs. Je viens de parler des pipelines, de la mobilisation, notamment, principalement des féministes autochtones contre ces projets de pipelines, de déforestation systématique, etc., d'extractivisme. Et là, nous voici 10 ans plus tard. J'ai senti l'urgence en moi, mais aussi avec d'autres, de contacter Chantal il y a exactement 1 an pour lui dire, Chantal, il faut absolument qu'on fasse un tome 2. Ça va être les 10 ans anniversaire du tome 1 en novembre 2025. On a besoin de se retrouver à nouveau et faire front commun. Et là, Chantal, dans toute sa grâce et son dévouement pour la cause, a dit « J'embarque tout de suite ». Elle m'a répondu 1 heure après que j'ai envoyé le courriel. Et nous voici. Je te remercie infiniment, Chantal, pour cette mobilisation et ton enthousiasme sans faille. Je te remercie, Naïma. C'était un dimanche en plus que tu m'avais envoyé le courriel. On travaille le dimanche. Je travaille le dimanche. Je vais faire. Mais de fait, oui, on s'est rapidement parlé et puis on a fait le constat qu'on était 10 ans plus tard, mais que tout ce qu'on avait abordé en 2015 était encore d'actualité. Alors, donc, je n'ai pas besoin de faire une nomenclature, mais je vais quand même le faire. Donc, comme tu le disais si bien, Naïma, la question de la laïcité de l'État est encore discutée et s'immisce dans notre vivre ensemble d'une façon qui est encore plus contrôlante qu'elle ne l'était donc en 2015. Pour ce qui est donc des autres réalités qui encadrent l'analyse et le moment dans lequel on se situe dans l'histoire, on peut parler de ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, à savoir ce qu'on a appris à travers l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Donc, ça nous a permis de mesurer la persistance des violences et l'ampleur de ce génocide colonial. Il y a eu la commission Vient, dont on se rappellera, qui fait suite au décès de Joyce Echaquan au centre hospitalier de Joliette,
qui vient hanter, je pense, nos analyses des relations entre les communautés autochtones et les communautés allochtones. Il y a d'autres réalités, le profilage racial, les brutalités policières, le durcissement décomplexé des politiques d'immigration. Et à chaque semaine, donc, on en apprend davantage sur ces politiques décomplexées. Donc, tout ça, ça vient nous donner ce sentiment d'urgence, mais aussi ça nous laisse percevoir à quel point il y a une fragilisation des droits qui en voie de s'opérer. Il y a aussi des enjeux environnementaux et là-dessus, on n'a pas un petit film, Naïma? Hein? Un petit film que Naïma a sélectionné, bon, qui, je pense, nous donne en quelques images le sens de la crise climatique qui bouleverse bon, les écosystèmes présentement. Et également, bon, on peut penser à l'ampleur des migrations climatiques qui s'opèrent en ce moment puis qui s'annoncent dans le futur. Alors donc, il y a un contexte de crise multiple qui est encore plus violent, je pense, qu'en 2014. C'est donc ce contexte-là qui a alimenté donc les réflexions qu'on a eues autour de ce tome 2. Et donc, on a également voulu, dans la mesure où il y avait toutes sortes de possibilités, intégrer donc à ce livre-là la perspective de femmes qui étaient bon, directement concernées ou qui étaient leurs alliés. Et donc, à ce sujet-là, on a aussi fait un constat intéressant à savoir que il y avait beaucoup d'autrices de l'ouvrage de 2014 qui avaient donc obtenu des postes dans les universités puis qui avaient donc pu continuer de réfléchir aux enjeux qu'elles avaient souvent en 2014. Donc, ça nous a c'était le noyau de départ autour duquel se sont greffées donc d'autres personnes qu'on avait invitées à collaborer. Et là-dessus, je repasse la parole à Oui. Naïma. Alors, le pari qu'on fait dans ce livre-ci, c'est de dire que les féminismes des marges, si on veut les appeler ainsi, les féminismes autochtones, les féminismes noirs, racisés, constituent une ressource indispensable pour penser à l'heure actuelle la manière dont l'ensemble de ces crises-là sont imbriquées l'une à l'autre et la manière dont elles se renforcent et s'aggravent mutuellement. Un autre pari qu'on fait avec ce livre consiste à dire que c'est au sein de ces féminismes-là des marges qui ont été produits par les femmes qui sont les principales concernées par les enjeux de la crise climatique, de la crise migratoire, etc. C'est dans ces féminismes-là des marges que l'on va trouver aussi les solutions, les idées, qu'on va trouver vraiment un imaginaire politique qui se déploie de manière à nous faire imaginer des alternatives aux manières de vivre à l'heure actuelle, de se rapporter les uns les unes aux autres, la manière de se rapporter aussi plus largement au vivant et à l'environnement. Des manières qui sont plus porteuses d'avenir, notamment si l'on se soucie des générations futures et tout simplement de la survie sur cette planète qui, à court terme, est réellement menacée, aussi bien par les politiques de droite que les politiques extractivistes du capitalisme néolibéral. Alors, ce mot d'introduction, je voulais essentiellement un mot pour mettre la table, mais aussi pour faire nos remerciements les plus sincères à diversité de partenaires. Il y a plusieurs commandites qui ont rendu cet événement possible, ainsi que la production du livre possible. Essentiellement, il s'agit du REQEF qui a fourni plusieurs milliers de dollars, qui est subventionné par le FRQSC, le REQEF Antenne Concordia, l'Université du Québec à Trois-Rivières, la Chaire de recherche du Canada en éthique féministe, l'Institut Simone de Beauvoir, le CRIDAX, Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, et le Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, le CRE. On remercie aussi les 24 autrices qui ont été accrochés, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui ont eu à négocier avec un agenda de production
particulièrement serré pour que le livre puisse être sur les tablettes en seulement quelques mois. Je laisse Chantal faire les prochains remerciements. Merci, Naïma. Donc, si nous sommes assises dans cette salle aujourd'hui, on doit beaucoup à l'équipe du RECEF qui a fait un travail absolument extraordinaire. Et donc, je veux souligner l'apport et la contribution de l'équipe Véronica Gomez, la coordonnatrice, également Anne-Julie Baudin qui est responsable des communications, Sophie Coulombe qui s'occupe donc du rayonnement. Donc, elles ont fait littéralement 1 million de choses depuis des mois pour rendre possible notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, je tiens à les remercier très chaleureusement. Et il y a plusieurs autres personnes qui ont contribué à faire de cette journée un succès. Je voudrais nommer ma collègue Marianne Lopez de l'Institut Simone de Beauvoir, qui est également autrice du livre, qui m'a beaucoup aidé à démêler les filons des dédales administratifs de l'Université Concordia. Je voudrais également souligner la contribution de ma collègue Geneviève Rail, qui est l'ancienne directrice de l'Institut, qui donc s'est portée volontaire aujourd'hui pour soutenir l'équipe. Bon, évidemment, il faudrait également penser à remercier l'équipe de Remue-Ménage, les éditrices qui ont répondu à notre proposition, qui ont montré beaucoup d'enthousiasme et puis qui ont eu, après ça, travaillé avec des délais qui étaient extrêmement serrés et avec plus de 22 autrices différentes. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de textes, beaucoup d'allers-retours. Et donc, le rythme de travail a été particulièrement exigeant pour Remue-Ménage. Je veux dire qu'elles ont fait un travail remarquable au niveau de la révision, de l'uniformisation des textes. Et elles nous ont concocté une bibliographie commune à la fin du livre que nous voyons comme étant un outil très utile pour les personnes qui sont en recherche de références bibliographiques. Donc, je repasse la parole à Naïma. Je voulais aussi saisir l'occasion de dire que, en fait, de promouvoir le principe de Joyce. Les droits d'autrice sont entièrement versés directement. Les droits d'autrice qui vont être perçus à la vente des livres, ils vont être versés directement au bureau du principe de Joyce. Si vous ne connaissez pas encore le bureau et son œuvre, le bureau du principe de Joyce vise à garantir à toutes les femmes et les hommes autochtones un droit d'accès équitable sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé à travers la province. Il exige la reconnaissance et le respect des savoirs et connaissances traditionnelles et vivantes des Autochtones en matière de santé. Il a été mis sur place dans la foulée du décès de Joyce Echaquan en septembre 2020 et c'est en soutien à son œuvre et aussi pour promouvoir cette œuvre-là que le livre verse ses cachets au bureau du principe de Joyce. D'ailleurs, la DG du principe de Joyce, Jennifer Pettigoué Dufresne, a rédigé un chapitre dans le livre et une des représentantes du bureau sera là cet après-midi pour présenter le chapitre en son nom. Également, dans cette même foulée et pour que la reconnaissance territoriale que nous faisions précédemment ne soit pas simplement théorique, il est important pour nous que la couverture du livre puisse rappeler l'importance des enjeux auxquels font face les femmes autochtones à l'heure actuelle. C'est l'artiste Atikamek Orioma Awashish qui a accepté de produire cette œuvre pour recouvrir très joliment le livre. Si vous le voyez bien, on voit que les motifs floraux très vivants, aux couleurs très éclatantes, rappellent les foulards que portent les kokums et que portent aussi les danseurs-danseuses dans les powwows. Mais moi, je l'ai reconnu, ces foulards-là, parce que ma grand-mère en Tunisie nous avait donné des foulards exactement comme ceux-là quand je suis allée la visiter pour la première fois à 18 ans. Donc, pour moi, c'était vraiment le symbole que
cette œuvre-là me rappelait à quel point c'est important de faire circuler les savoirs résilients des femmes qui ont subi l'injustice à travers le monde. Et également, ça nous rappelait à l'importance de prendre soin du vivant, le faire fleurir, le nourrir. Donc, je trouve que c'est un symbole intéressant pour un livre qui peut sembler critique vu son sujet qui est assez provocateur. Bon, le sujet du féminisme est-il blanc? On a voulu aussi à un certain moment changer le titre, mais comme on voulait qu'il y ait cette filiation avec le premier tome, on est resté dans cette dimension critique. Mais il faut savoir que le livre, à travers toutes les pages et plusieurs textes, on y voit des propositions concrètes, positives et optimistes pour repenser notre rapport au vivant, à l'environnement et notre manière de se rapporter les uns aux autres. Je vais poursuivre en vous donnant quelques renseignements concernant l'organisation de la journée. Donc, il y aura 3 panels de discussion qui vont rassembler des autrices de différents chapitres. Chaque autrice va présenter en 4 à 5 minutes les idées essentielles de son texte et discutera des influences biographiques dans son parcours et ses réflexions. Et par la suite, donc, la deuxième question porte sur les liens entre les textes et les enjeux d'actualité. Il y aura un dîner donc qui est offert à toutes les personnes inscrites. Je rappelle que là, il y a donc des muffins et du café qui sont sur les tables dans la salle qui est de l'autre côté. Alors, les repas donc sont véganes en cohérence avec nos engagements féministes contre toutes les formes d'oppression. Et donc, Naïma m'a fourni des arguments pour vous convaincre. Alors, il y en a 3. Donc, alors le premier, rien ne permet de justifier l'exploitation que nous faisons collectivement subir aux animaux non humains. 2, la consommation de produits d'origine animale contribue au réchauffement climatique. Et 3, les luttes féministes intersectionnelles démontrent que les systèmes de domination et d'exploitation sont interconnectés. Je vous rappelle que la journée va se terminer avec un cocktail qui sera donc le moment officiel de lancement du livre, pour lesquels il y aura un vin d'honneur et des boissons sans alcool qui seront servies. J'ai également à vous passer des petites informations, à savoir que les toilettes sont de ce côté-là. C'est toujours très important d'avoir ce genre d'informations. Il y a aussi des abreuvoirs à votre disposition. Il y a également, bon, on m'avait donné 2 autres choses. Oui, il y a une annonce à faire au sujet du Wi-Fi. Donc, alors, on m'a donné le code du Wi-Fi. Puis, si vous ne prenez pas en note tout de suite, là, vous allez pouvoir le trouver sur la table d'inscription. Mais donc, en gros, si vous allez sur le Concordia Guest, et là, c'est en lettres majuscules. Oui, je vais appeler WAC, donc en lettres majuscules, trait d'union, et la suite, c'est en minuscule, December 5. Donc, en anglais, December 5. OK? Alors, ça devrait fonctionner. Et je sais qu'il y avait autre chose que je devais dire, mais là, je m'excuse, je ne m'en rappelle pas, là, mais donc, on reviendra plus tard. Alors, on va faire la transition maintenant avec le premier panel. J'inviterai donc les panélistes de ce premier panel à prendre place. Je vais les nommer. Daniel Coenga de Vieira, Naïma Amrouni, Alexandra Pierre et Magali Lefebvre-Jean. Et l'animatrice du premier panel sera Leila Benadouja. Alors, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir animer ce panel avec. Je vais vous poser 2 questions. Je vais commencer par la première et vous aurez 4 à 5 minutes environ pour répondre à vos questions. Donc, peut-être on pourrait commencer pour la première question par Daniel et puis pour la deuxième question, on commencerait par toi, Naïma. Super. Donc, si vous pouviez nous dire dans vos chapitres respectifs, nous présenter vos idées à ce sujet et nous en dire plus sur les autrices et les auteurs qui vous ont inspiré. Si vous pouvez nous dire le titre déjà de
de votre chapitre. Et puis, si vous ne vous rappelez pas du titre, moi je l'ai, je peux vous le dire. Donc, Daniel, c'était Américanité, épistémicide et écrivie, contribution des féministes noires brésiliennes aux perspectives décoloniales. À toi, Daniel. Merci, merci de m'avoir rappelé le titre de mon chapitre. Je suis vraiment heureuse d'être là. Je passe beaucoup de temps de remercier, mais je suis vraiment, vraiment heureuse d'être là quelques années après avoir présenté ces idées de ces chapitres dans un colloque de RECEF aussi. Alors, l'idée du chapitre, c'est apporter les contributions des perspectives aux perspectives décoloniales et féministes des féministes noires brésiliennes. Et là, c'est comme un devoir, moi, en tant que Brésilienne au Nord maintenant, de faire ce travail de traduction des pensées, mais aussi de faire ce travail de traduction des pensées lusophones de personnes qui parlent portugais, parce que je pense que c'est vraiment pas évident que ces savoirs ils arrivent ici. Alors ça, c'est un de mes travaux en tant que féministe engagée. Alors, ça, c'est aussi pour apporter ces pensées, comment elles vont contribuer à toutes les pensées décoloniales auxquelles on est un peu plus familière, mais aussi comment on peut dépatriarcaliser les pensées aussi décoloniales, plus souvent penchées sur le savoir des hommes reconnus comme blancs qui sont dans le nord global aussi. Alors ça, c'était aussi une question. Et pour faire ça, j'ai choisi 3 autrices, Lélia González, Sueli Carneiro et Conceição Evaristo. Lélia González, c'était une docteure en philosophie, historienne, professeure et militante féministe noire au Brésil. Et son idée, c'était vraiment de l'américanité. Ça veut dire pourquoi on continue de garder nos références en tant que des références blanches du Nord global, si on peut revenir à l'Amérique latine. Alors, si on peut revenir à cette Amérique plutôt construite à partir de savoirs afro-diasporiques et autochtones. Alors, ça, c'était l'invitation de Lélia González dans les années 80. Et pour ça, c'est intéressant aussi de partir du Brésil en tant que cette société reconnue comme une société multiethnique, mais qui avait aussi un projet de société de dire, si on est une société multiethnique, ça veut dire que le racisme n'existe pas ici. Alors, on vit dans une démocratie raciale, etc. Et ce discours de démocratie raciale, beaucoup utilisé pour effacer toutes les discussions par rapport au racisme. Bon, en tant que Brésilienne qui vit au Québec, ça fait plus de 10 ans maintenant, je pense que tous les discours de la société multiculturelle, c'est pas vraiment différent. Et Lélia González, elle va nous aider à analyser ces racismes par dénégation, qu'elle dit, ces racismes qui ne dit pas, mais qui continuent à structurer les hiérarchies raciales dans nos sociétés, y inclus au Québec. Alors, je pense que Lélia González, elle peut vraiment nous aider là-dedans. Sueli Carneiro, elle est encore en vie, une des féministes noires les plus importantes au Brésil maintenant, maintenant depuis toujours avec Lélia González. Et Sueli Carneiro, ça m'enchante vraiment d'apporter, de traduire un peu ses pensées parce qu'elle va d'abord reformuler un peu toute la notion d'épistémicide. Elle va dire, Boaventura Sousa Santos, merci, mais on va au-delà de Boaventura pour dire épistémicide, ce n'est pas seulement l'effacement et l'hiérarchisation des savoirs, mais c'est aussi un mécanisme continu d'exclusion et de barrières d'accès aux droits pour les personnes noires et racialisées. Sueli Carneiro, elle va aussi reconceptualiser la théorie de Foucault pour dire, Foucault, merci beaucoup pour toutes les discussions des dispositifs de la sexualité, mais ça n'explique pas toutes les questions raciales qui ont vu au Brésil et partout dans le monde. Alors, elle va proposer de parler de dispositifs de la racialité pour dire que c'est les dispositifs de la racialité qui hiérarchisent, qui construit des corps comme des corps de non-être. Alors, elle va faire ça depuis les années 80, elle va faire déjà un dialogue avec Fanon, un dialogue, elle va même avancer les idées de nécropolitique de Bembe. Ça veut dire dans les années 80, ça veut dire que c'est une penseuse qu'il faut qu'on connaisse.
Et pour finir, j'ai pris Conceição Evaristo, qui est d'auteur en littérature, une femme noire, qui elle va proposer le concept d'écrivie, escrevivência, qu'elle va dire qu'il faut écrire à partir des expériences vécues. Alors, comment, c'est la proposition aussi de colloque, comment les femmes noires racisées, elles vont écrire à partir de ce qu'elles vivent et comment cette écriture, elle va être une écriture puissante pour changer les structures d'oppression, mais aussi joyeuse pour jouir dans l'écriture. Et ça, c'était important pour moi aussi de apporter cette contribution plus littéraire, plus qui ça nous aide à parler par nous-mêmes et à contribuer à cette action, à ces mots action décoloniale. Je pense qu'il m'entend. Merveilleux. Merci beaucoup, Daniel. Merci infiniment. Alexandra et Samia, vous avez écrit ensemble et votre article, votre chapitre s'intitule « Faire parler les silences de l'histoire. Récit hégémonique, savoir des femmes noires et racisées et méthode de l'oralité ». À vous. Oui, donc en fait, la genèse de cet article-là, c'est Alex et moi. On a été chercheuses en résidence au Centre d'histoire orale et de récit numérisé de l'Université Concordia. Puis ça a vraiment été une belle coïncidence qui nous a fait réaliser qu'on se penchait sur des enjeux similaires face à l'oralité des femmes noires dans les récits historiques et les récits, on va dire, plus larges au Québec. Puis, on a eu le plaisir de collaborer ensemble dans le passé. Puis, à la base, Alex voulait m'interviewer pour le chapitre. Puis, finalement, elle m'a proposé de joindre le chapitre en tant que co-rédactrice, qui est vraiment génial pour une doctorante comme moi. Donc, on s'est rencontrés à 2 reprises en mai 2025 et on s'est enregistrés en train de discuter justement de cette large question qui est quelle place pour les femmes noires, autochtones, racisées dans l'histoire, dans les récits dominants au Québec. Puis ce qui est intéressant avec notre chapitre, c'est qu'en fait, il y a des extraits de ces conversations-là dans le chapitre pour démontrer que nos voix sont des vecteurs vraiment légitimes de connaissances c'est ça, de connaissances. Notre texte, c'est vraiment la combinaison de nos expertises. Donc, Alex qui est en travail social, moi, je suis en histoire. On réfléchit à ce qu'on sait sur les femmes noires, sur les femmes racisées, sur la manière dont elles sont représentées, la manière aussi dont elles ont été étudiées, approchées dans nos disciplines respectives. Donc, on va jeter les bases de plusieurs concepts qu'on considère essentiels, puis des concepts aussi qu'on considère qui sont peut-être qui peuvent peut-être sous-tendre un peu justement cette invisibilisation puis cette réduction là, vraiment de la voix des personnes noires, encore une fois autochtones racisées. Donc, on parle de colonialité, on parle d'intersectionnalité, d'altérité, de blanchiment et d'injustice épistémique. Puis, on se questionne aussi sur l'invisibilisation particulièrement des femmes noires locales, donc québécoises, au profit de féministes afrodescendantes qui sont très connues, dont les travaux sont très importants, genre Bell Hooks, Angela Davis, Audre Lorde, et j'en nomme. C'est vraiment des pionnières, on le nie pas, mais c'est pas nécessairement, leurs travaux sont pas nécessairement applicables dans un contexte justement québécois et plus spécifiquement montréalais. Donc, dans notre chapitre, on donne quand même plusieurs exemples d'initiatives et d'organisations de femmes, encore une fois, noires, racisées, dont justement, les contributions sont effacées dans l'histoire. Donc, je pense au Congrès national des femmes noires, le ralliement des infirmières auxiliaires et des infirmières haïtiennes, ou bien le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques. Puis, finalement, on réfléchit à la construction de l'autre altérisé dans ces récits dominants. Puis, on considère que l'histoire orale est une façon de remédier, ou plutôt une méthodologie porteuse vraiment pour ajuster et nuancer les récits officiels, mais surtout pour créer des récits qui reconnaissent concrètement l'apport des femmes noires, autochtones et racisées dans les récits québécois. Donc ça, c'est un peu la genèse de notre chapitre. Puis, des concepts, des inspirations bibliographiques. De mon côté, en tant que chercheuse en histoire, le concept d'autorité partagée, c'est très important, surtout en histoire orale. Le concept d'autorité partagée a été intégré dans les cercles académiques, dans des institutions par Michael Frisch, qui est un homme blanc. Néanmoins, le concept justement d'autorité partagée, c'est vraiment, ça va au-delà là, vraiment de ce que ce monsieur-là a dit, dans le sens que
quand on fait de l'histoire orale, particulièrement avec des communautés justement noires, autochtones ou racisées, il y a vraiment cette idée de transmission intergénérationnelle qui est au centre, en fait, des dynamiques d'histoire orale, puis même, je dirais, de souveraineté narrative dans un sens qui est un concept qui provient des communautés autochtones. Ça permet vraiment, en fait, justement, d'établir des relations de confiance, puis de délimiter, de départager un peu la manière dont les deux parties vont interagir, ce qui permet de créer des récits qui sont authentiques, puis qui sont pas nécessairement non plus dans une dynamique d'extractivisme intellectuel, qui est vraiment un problème, selon moi, en histoire orale, quand c'est parfois des chercheurs, des chercheuses blanches qui vont interviewer des personnes noires, autochtones ou racisées. Puis, dans la même lignée d'idées, moi, en histoire, je dois vous admettre que c'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes noires au Québec ou d'historiennes qui sont des femmes noires qui travaillent sur les femmes noires. Il n'y a pas beaucoup non plus de femmes qui sont embauchées dans des départements d'histoire. Je crois qu'à Montréal, il y en a deux en ce moment, Virginie Belloni et Mélissa Shaw. Donc, je suis très inspirée par ce qui se fait au Canada anglais. Donc, Karen Flynn, qui est Karen Flynn travaille sur les femmes noires au Canada, mais elle est aux États-Unis, ou Funkel Adejibi, qui est à l'Université de Toronto, qui ont vraiment beaucoup écrit sur la manière de faire l'histoire des femmes noires au Canada dans une perspective féministe, une perspective aussi qui va vraiment mettre de l'avant les pédagogies qu'elles créent de façon consciente ou inconsciente pour survivre, pour militer dans leur milieu respectif. Puis vraiment, je vous invite vraiment à aller voir leurs travaux, surtout si vous avez des intérêts en histoire. Merci. Ça marche? Oui. Alors, pour compléter rapidement, j'imagine qu'il reste un petit 2 minutes. Mais non, ça va, c'est parfait. On s'est intéressé au concept de colonialité, d'histoire invisibilisée, mais aussi d'auto-reconnaissance. Fait que rapidement, en regardant vers Daniela sur la colonialité, elle me corrigera ou elle me fera des petits signes après. Donc, sur la colonialité et la décolonialité, évidemment, en miroir, pour nous, c'était comme important de réfléchir d'avoir ce concept-là ou de travailler avec ce concept-là. La colonialité qui désigne donc les modes de production de savoir issus du seul espace euro-américain qui se donne le pouvoir de penser le monde dans son ensemble. Cet espace, c'est la façon dont qu'historiquement cet espace-là a été pensé, pour nous est important, c'est important de le comprendre et de le déconstruire, dans la mesure où est-ce que cet espace-là, c'est souvent positionné comme le centre du progrès, du changement, de la vérité. De là émanaient des technologies, institutions politiques, des normes sociales qui sont diffusées vers un reste du monde perçu comme un peu passif, ignorant et naturellement destiné à recevoir tous ces savoirs. Malgré ces ancrages ou leurs ancrages, ces savoirs-là hégémoniques sont présentés comme objectifs universels et alors qu'ils reflètent des visions du monde spécifiques. Évidemment, le féminisme n'échappe pas à la colonialité du savoir, en particulier si on tient compte des conditions d'émergence de ce féminisme et de son rôle dans l'instauration, puis la perpétuation du projet colonial ici comme ailleurs. Et dans cette perspective-là, ben, les auteurs, autrices qui nous ont inspirés, c'est des classiques de l'Amérique du Sud, donc Quijano, Lugones, mais aussi évidemment des personnes qui sont ancrées dans nos réalités nord-américaines. Je pense plus particulièrement, ben, je vais peut-être en nommer juste un pour passer à la suite. Glenn Sheen Coulthard, qui réfléchit à cette idée de colonialité, mais bien d'autres. Mais c'est aussi pour souligner le fait que cette colonialité-là, même si on s'inspire, on peut s'inspirer, en tout cas, nous, on s'est inspiré d'auteurs, autrices de réflexion sud-américaine, ben, elle ne peut pas exister, cette réflexion de colonialité, des colonialités ici, si on n'est pas dans une perspective de souveraineté, d'autonomie politique et territoriale des communautés autochtones ici sur ce territoire nommé Québec, évidemment. Donc, rapidement, on a aussi parlé d'histoire invisibilisée, visibilisée.
dans la mesure où est-ce que la colonialité dissimule ou efface le lieu d'énonciation des féminismes majoritaires, euh, euh, cette construction de fait invisibilise les histoires des femmes minorisées par la race. Elle passe par la destruction, cette invisibilisation, par la destruction, l'ignorance entretenue, l'argument de supériorité politique et morale, et le travail qu'on a eu envie de faire avec cet article-là, puis qu'on a envie de poursuivre, c'est de rendre d'autres histoires visibles, de constater leur existence, de les nommer, de les creuser, parfois de les déterrer, pour donner du sens aussi au présent. Et dans cette perspective-là, il y a plusieurs autrices qui nous ont inspirées. Je pense à Taher et K, et notamment avec la recherche qu'ils ont faite à travers le projet PAR, à Foi Cooper, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, le Centre des femmes du Sud-Est asiatique, dans sa mission initiale, la façon dont ils déploient leur mission est vraiment intéressante sur cette histoire d'invisibilité, visibilité. De même que moi, c'est une inspiration plus personnelle, là. Sroka qui a écrit un livre qui s'appelle Femme haïtienne, paroles de négresse, et qui, dans le ton et dans le propos, parle vraiment de la question de l'invisibilisation des personnes, des femmes noires sur ce territoire nommé Québec, mais qui parle aussi d'auto-reconnaissance, et je vais finir là-dessus. La question demeure, nommer, creuser, déterrer, mais pour qui et par qui? Ce qui nous ramène à une des concepts qu'on a un peu développé à la fin, qu'on aurait voulu développer plus, mais c'était pas possible, d'auto-reconnaissance, c'est-à-dire qu'il s'agit d'apprendre et de poursuivre ce travail par pour nous-mêmes, au-delà de l'intégration et de la reconnaissance par des courants féministes dominants. Dans ce contexte-là, encore une fois, il y aurait d'autres auteurs-autrices, mais j'aimerais nommer Glenn Coulthard, qui parle, dans un contexte autochtone, de résurgence et d'auto-reconnaissance, fondée sur la capacité de refuser, de s'auto-organiser, de se définir selon nos propres termes. Et pour moi, cette démarche peut être s'ancrer dans la réalité des féministes noirs et racisés, puis s'inscrit pleinement dans une perspective décoloniale qui remet en cause les prétentions universalistes, mais aussi qui valorise des rationalités et des savoirs pluriels. Merci beaucoup. Vraiment rapidement, je m'excuse, c'est juste que j'ai aussi oublié de mentionner qu'il y a Désirée Rochat qui va arriver à Concordia dans le département d'histoire. C'est vraiment important de la mentionner parce que son travail était complètement central dans notre article. Merci. À toi, Magali. Veux-tu que je dise le titre de ton chapitre? Titre de mon article, s'il vous plaît, madame. Attends que je trouve. Il me semble que c'était bon. Oui, c'était un très joli titre. Ce que je porte quand je me tais, dialogue intérieur métissé. Oui, c'est excellent, ça, comme titre. Donc, ah oui, non, mais moi, je vais vous faire rire. Donc, l'idée, à la base, moi, j'ai voulu avoir du fun. Donc, je me suis dit, oui, hein, si la colère est une énergie extrêmement nourrissante et que l'écriture est une manière de déposer la colère, j'avais justement envie d'autre chose cette fois-là. C'est dans l'espace-temps quand Naïma m'a écrit et Chantal m'a écrit pour me dire, veux-tu participer? J'ai dit oui, mais je vais le faire dans tout ce que Magali est. Et ma première phrase est quelque chose comme la dernière fois qu'on m'a demandé de parler de l'énergie qu'en ce moment on a au Québec sur les mouvements féministes, comment je pourrais le décrire? J'ai dit à quelque part entre Sailor Moon et Hunger Games. Puis là, tout le monde a ri, pas moi. Et c'est ça un peu l'idée. Et je m'en vais vers là dans le sens que
j'ai écrit une lettre d'amour aux femmes noires. Donc, c'est ça mon article. J'ai bien sûr mis toute un avant-garde sur ma positionnalité de femme biraciale. Donc, j'ai écrit beaucoup sur la biracialité, sur l'entre-deux, sur la mixité. Donc, c'est vraiment ça mon sujet de base. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était aussi comment souvent les commentaires qui venaient à moi, c'était comment on fait pour écrire sur la biracialité, sur la mixité, sur l'entre-deux, le seuil, le pont, name it, sans rediviser avec les femmes noires. Et mon but était en effet de ne pas recréer une division, mais d'expliquer que cette existence-là, elle est propre à elle-même. Il y a vraiment des enjeux propres. Donc, je l'ai mis en contexte finalement, mais c'était vraiment d'écrire cette lettre d'amour qui, au final, est un peu cette histoire de, oui, Sailor Moon est une idée de communauté, de représentativité de plein de femmes fortes avec des personnalités différentes qui se mettent ensemble. Les ennemis dans Sailor Moon, c'est quoi qu'ils veulent? Ils manipulent le collectif, ils manipulent les esprits, l'ennemi affaiblit la collectivité, la sororité. Donc, moi, je trouvais ça super intéressant de faire une espèce de petit clin d'œil. Puis évidemment, Hunger Games, ben, cette dystopie on s'arrache tout le bout de la couverte pour survivre. Et c'est aussi ça, les mouvements féministes, qu'on le veuille ou non. Donc, mon but, c'était de faire un petit clin d'œil à ça, mais de surtout dire, OK, le travail, je crois, des Mixed Race Studies dans lesquels je m'inscris. Les autrices que je m'inspire sont énormément. Je parle beaucoup de Caris Campion, qui est comme la colonne vertébrale de mon livre. J'aime beaucoup parler de Frances Widentwine, qui aussi est autochtone et noire. Donc, de parler de la biracialité avec plusieurs perspectives, mais de rendre cet amour aux femmes noires, de dire nous sommes là, nous vous voyons, et malgré que nous travaillons sur les Mixed Race Studies, on ne se détache pas de vous. Et c'était un peu cette idée-là. Puis de dire que je les vois comme qu'elles se tiennent debout, comme pagayeuses du printemps, comme vraiment être ancrées au front de la lutte, mais qu'on est là aussi. Donc, c'était vraiment une image de solidarité, de pitcher toutes les fleurs puis les confitis qui viennent avec aux femmes noires, puis de contrer cette espèce de division qu'on a vraiment l'impression qui arrive là, quand on parle de travail, de mixité raciale. Donc, c'est vraiment que ça. Donc, tu sais, dans une lettre d'amour, je n'ai pas été dans la grosse théorie. je venais de finir un article scientifique, j'en avais là. I'm a baby academic, fait que je ne ponds pas plusieurs articles. Pour moi, ça demande énormément de jus. Donc, je voulais écrire quelque chose de doux, de beau, puis être aussi dans une espèce de beauté, parce que la colère, elle nous habite toutes, et des fois, elle épuise, et je voulais sortir de ça pour une fois. Donc, vous irez lire ma lettre d'amour. Voilà! Merci Magali. Naïma, à toi, et ton chapitre s'intitule « Pourquoi le féminisme blanc est un piège et comment en sortir ?» Oui, comme on n'a que 4 minutes pour présenter, je me suis dit que j'allais lire un extrait simplement, parce que j'aborde vraiment plusieurs sujets dans ce texte-là et qui mêlent l'anecdote, le récit personnel, le narratif aussi de la mixité que je vis depuis ma naissance et la théorie. Mais je vais vous lire un extrait qui est plus théorique. Confession, je n'ai jamais rencontré une féministe blanche qui se voit comme telle et s'en réclame. Généralement, elle se voit comme une femme tout court. C'est cette invisibilité de la norme de la blanchité qui fait précisément sa force. C'est ce que la poétesse Adrienne Rich appelait fameusement le solipsisme blanc. J'emploie l'expression féminisme blanc pour référer à une nébuleuse féministe qui se déploie d'après la perspective des femmes socialement situées comme blanches, qui envisagent les sources de l'oppression d'après l'unique lunette du genre et qui conçoivent donc leur stratégie conséquemment d'après la seule lunette du genre. Sous cette vision en tunnel, le problème de justice apparaît comme un problème d'inégalité quasi arithmétique entre les hommes et les femmes. Les femmes n'ont effectivement toujours pas pleinement accès à égalité aux mêmes postes, responsabilités, revenus et pouvoirs que les hommes.
C'est dans cette logique que l'idéal de la parité, par exemple, peut se déployer dans la seule perspective de promouvoir l'accès des femmes en politique afin d'atteindre l'égalité avec les hommes parvenus à ces postes de pouvoir, mais sans aucun égard au programme électoral qu'elles promeuvent. Sans remise en question non plus de la manière dont la vie politique, organisée autour du modèle de l'homme indépendant, self-made, sans dépendant à charge, un modèle qui exige le déploiement de toute une main-d'œuvre bon marché ou gratuite à son service et au service de la classe politique de manière générale, des chauffeurs privés pour les déplacements, des nounous pour les enfants, des jets privés pour se déplacer dans d'autres pays, des femmes de ménage, des cuisinières. Si elle n'est pas informée par les luttes féministes des marges, l'obtention de la parité, que ce soit en politique ou ailleurs, on peut penser dans les conseils d'administration, à l'université, etc., ne garantira pas le démantèlement des logiques souterraines de domination et de surexploitation. Comme l'écrivait Patricia Hill Collins, dans un contexte caractérisé par l'oppression et l'injustice sociale, un groupe peut obtenir du pouvoir en dominant un autre. Traduction par les soins de Diane Lamoureux, ici présente en 2016. Merci pour ce travail de care immense qui est celui de traduction d'une telle œuvre, d'une Bible féministe. Ces revendications féministes classiques comme celle de la parité paraissent d'ailleurs essentielles parce que nous évoluons dans un contexte d'organisation capitaliste de nos vies en général, organisation capitaliste du travail, de la famille, de l'amour, des soins aux dépendants, qui maximise notre temps au travail, notre temps de consommation, tout en réduisant au minimum nos temps de repos et d'engagement social et politique, notre temps pour soi, pour la créativité, le plaisir et la jouissance, pour le souci des autres et de l'environnement, le temps du care. Mais alors qu'on encourage toujours plus de femmes à réussir comme un homme dans un monde d'hommes, on échoue à remettre en question les structures globales d'oppression et d'exploitation qui propulsent l'accès des hommes et des femmes les plus privilégiés au sommet d'une hiérarchie sociale qui, elle, est laissée inchangée. Et on néglige de poser les questions essentielles plus fondamentales. Qu'est-ce que la réussite? À quoi pourrait ressembler l'excellence, le succès? Qu'est-ce que bien vivre ensemble? Qu'est-ce que bien vivre? Parce que ces luttes féministes classiques pour l'égalité avec les hommes ont été pensées en fonction des intérêts limités des femmes les plus privilégiées. On se retrouve dans Hunger Games, toujours essayer de s'acheminer au sommet de la hiérarchie, sans égard à celles que l'on va piétiner dans cette montée. Elles ont toute l'apparence d'un banquet préparé pour celles qui avaient déjà leur ticket d'entrée à la fête et un siège de choix à la table VIP. Tant que nous n'aurons pas participé à une refonte radicale de l'organisation capitaliste de nos vies et de notre rapport au vivant et à l'environnement plus généralement, accéder à la parité continuera de se faire au détriment des femmes les plus défavorisées, les femmes de ménage, les chauffeuses, les cuisinières, les nounous. Continuera donc de se faire au détriment des femmes les plus défavorisées, à l'avantage des plus privilégiés qui auront brisé le plafond de verre. Et le processus de mobilité sociale des femmes continuera de ressembler à ces jeux d'enfants, toujours un peu cruels quand même dans la cour d'école, où on s'amusait à recréer une pyramide humaine en grimpant d'abord sur le dos de celles qui ont été mises à genoux. Or, on ne peut plus se contenter d'inviter plus de femmes à jouer à un jeu programmé d'avance pour reproduire des gagnants et des perdants. On doit changer les règles du jeu, parce qu'il ne servira à rien de briser le plafond de verre dans un monde en feu. Moi, c'était pas très drôle ni dans la joie, mais ça faisait vraiment du bien à écrire. Merci Naïma, merci beaucoup. Mais on va continuer avec toi. Cette fois, si possible, de faire un lien en fait entre ton chapitre et une question d'actualité. Je me suis demandé en préparant ça, est-ce que quelqu'un allait parler de la controverse autour du halal ici? Je vais le faire. Bon, écoutez, pour l'organisation du colloque a pris tellement de temps, moi, je vais devoir lire quand même mes feuilles, là. Alors, ces dernières semaines, l'espace médiatique québécois s'est enflammé autour de l'offre de viande de l'abattage halal, issue d'abattage halal dans certains établissements publics. Ces dernières semaines, la controverse s'est même invitée à l'Assemblée nationale. Le projet de loi 9, je regarde Karine qui est en pleine contestation des projets de loi, notamment la loi sur la Constitution de l'État à l'heure actuelle. Le projet de loi 9, lui, sur le renforcement de la laïcité de l'État, qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, prévoit aussi donc interdire aux institutions publiques d'offrir exclusivement de la viande et de la nourriture conforme à une tradition,
mettant le halal évidemment dans sa mire. Évidemment, ça a suscité critique et indignation, essentiellement concentrée dans le Journal de Montréal, mais quand même. Plusieurs commentateurs de l'actualité et chroniqueurs y voyant une approbation implicite de la cruauté animale qui viendrait hypothéquer nos principes moraux. Évidemment, si on faisait vraiment un examen de conscience, on n'a pas attendu le halal pour que nos principes moraux soient hypothéqués en matière de bien-être animal, mais là, ça, c'est quand même une autre question que je ne vais pas aborder ici. Puisqu'ici, ce que j'aimerais suggérer, c'est que le retour sous les projecteurs de la polémique du halal n'a absolument rien de fortuit à l'heure actuelle. D'ailleurs, mes recherches avec mon collègue, on a réalisé que la question du halal, c'était aussi invité dans le débat public en 2012-2013, alors qu'on allait parler de la Charte des valeurs qui allait interdire le port de signes religieux ostentatoires. Donc, ça n'a rien de fortuit que ça ressurgisse aujourd'hui sous les projecteurs. Ça ressurgit de manière cyclique au Québec dans un climat social et politique où se multiplient les dispositifs législatifs qui, bien que neutres dans leur formulation, comme la loi 9 sur le renforcement de la laïcité de l'État, cible de facto la communauté musulmane. L'éveil moral soudain autour des questions de bien-être animal qui s'active dès que la communauté musulmane est en cause, mais jamais sinon par ailleurs, s'inscrit dans une dynamique d'altérisation de ces communautés qui est déjà documentée par ailleurs. D'une part, le discours médiatique sur le halal permet de resignifier dans l'imaginaire social une pratique religieuse minoritaire comme étant barbare, sanguinaire, archaïque, énième preuve renouvelée d'une incompatibilité civilisationnelle insurmontable entre les musulmans et les valeurs occidentales. En général, c'est d'égalité entre les sexes, comme si nous étions les champions de l'égalité des sexes, alors que les féminicides n'ont jamais été aussi courants dans notre société. Mais là, les champions du bien-être animal, nous serions cela. D'autre part, ce processus-là de cadrage médiatique permet de redéfinir implicitement les pratiques d'abattage majoritaires comme étant moralement supérieures, civilisées et respectueuses du bien-être animal, et alors que ce n'est absolument pas le cas, notamment quand on comprend et quand on examine les ratés très courants de ces pratiques. Cette indignation morale sélective fonctionne alors comme un dispositif de hiérarchisation sociale et symbolique. Le discours sur le bien-être animal, il sert bien moins les intérêts des animaux eux-mêmes qu'il ne contribue à fabriquer la figure de l'altérité qu'il s'agit de maintenir à distance, l'altérité musulmane. Clin d'œil à mon collègue qui a raison de parler de cette fabrication continue par les médias de cette figure de l'altérité. De la même manière que les causes féministes et les causes d'ES LGBTQIA ont été instrumentalisées dans l'histoire récente pour légitimer des projets politiques ou des opérations militaires hostiles à l'islam, on pensera par exemple au concept de fémonationalisme qui a été forgé par Sarah Faris dans ses travaux sur le fémonationalisme et les travaux de Jasbir Puar sur l'homonationalisme, la manière dont on s'est servi de la cause LGBT pour poursuivre des opérations militaires dans des pays à majorité musulmane. On assiste aujourd'hui, selon moi, à une mobilisation similaire de la cause animale, maintenant au service d'un projet politique nationaliste qui s'ancre très clairement dans un registre conservateur identitaire. Par analogie, je suggère de désigner ce phénomène par l'expression de zoonationalisme. En fait, c'est dans un texte qui va paraître dans la conversation coécrit avec Élie Beauchemin. Merci beaucoup Naïma. Donc, à vous, je ne sais pas si l'une de vous veut répondre aussi à cette question. On va être un petit peu plus bref parce que j'ai été un peu... Alors, moi, j'avais envie de parler de deux choses rapidement. De l'autoritarisme. Donc, on est dans une période où est-ce que une montée certaine de l'autoritarisme à saveur nationaliste, la peur, une espèce de, pas une espèce, mais une peur du retour du fascisme et avec les luttes qui peuvent en découler. Donc, pour mémoire, le fascisme se caractérise par un régime autoritaire, nationaliste, militariste, antidémocratique, anticommuniste aussi,
qui cherche à contrôler tous les aspects de la vie sociale et économique. Donc, moi, ça m'avait inspiré parce que, notamment, donc vendredi dernier, j'étais dans un atelier qui était consacré au mouvement écologique ou autour de l'environnement des femmes noires et des femmes racisées. Puis une participante, et on faisait un tour de table, comment ça va, tout ça, tout le monde était un peu déprimé, mais par ailleurs, une participante évoquait une conversation avec une amie d'origine argentine. Cette amie racontait un échange avec sa mère, mais surtout avec sa grand-mère, en réalisant que même si la dictature argentine ne peut pas être qualifiée strictement de fasciste, elle présentait des traits similaires à ce qu'on crée aujourd'hui. Donc l'autoritarisme, l'anticommunisme, qui étaient les woke de l'époque, n'est-ce pas? Les nationalismes prêts à sacrifier le droit des femmes pour la grandeur de la nation et les obsessions pour les ennemis intérieurs. Puis c'était un participant qui avait eu une discussion avec sa mère et sa grand-mère, était super, nous disait que son ami était super impressionné par les stratégies, les actions, les formes de résistance politiques explicites, mais aussi intimes et quotidiennes qui avaient été mises en place par des membres de sa famille. Puis militante elle-même, elle reconnaissait que sa mère et sa grand-mère avaient beaucoup à lui apprendre. Puis là, on parle ici de l'Argentine, mais on pourrait imaginer des leçons de d'autres parties du monde qui ont subi des régimes autoritaires. Puis, en fait, la conclusion, c'est de dire que elle aurait bien aimé interviewer sa mère et sa grand-mère et que elle était épatée de ne pas avoir eu accès, à être intéressée ou avoir eu l'occasion de développer ces discussions-là au sein de sa propre famille. Et je pense que ça fait écho à notre article qui dit qu'il y a, donc les luttes ne sont pas toutes similaires, mais il y a quand même des parallèles parfois, souvent, qu'on peut faire. L'histoire, on n'arrête pas de dire que l'histoire se répète et que l'histoire orale peut nous aider à creuser ces stratégies, notamment parce que les personnes, les femmes noires racisées ont évidemment, c'est une évidence, des histoires de militance dont on peut tirer des leçons. La deuxième, oui, oui, la deuxième. Rapidement? Oui, rapidement. C'est évidemment, c'est super pas original, les lois sur la laïcité au Québec. Donc, ça fait écho à notre article, mais aussi à plusieurs articles, donc, dont celui de Naïma. L'idée selon laquelle les citoyens identifiables par la religion menaceraient la neutralité de l'État, l'idée qui prétend que la laïcité exigerait d'effacer toute expression religieuse dans l'espace public, mais aussi cette idée de l'invocation de la supériorité ou de l'uniformité de la nation, c'est comme ça qu'on vit ici, mais incluant l'argument selon lequel on ne s'est pas battu pour les droits des femmes pour voir des femmes se retourner vers la religion ou porter le hijab. Donc, évidemment, ça pose la question de qui parle pour qui. J'aurais eu envie de vous lire un petit extrait, mais je ne vais pas le faire. Je vais conclure en disant, et si on sait bien qu'il y a, encore une fois, des traditions de lutte, des luttes récentes, actuelles, effectives sur la charte, sur toutes sortes au Québec, mais aussi dans les Amériques et plus largement dans le monde. La question qui se pose encore et toujours, et si nous écoutions les femmes minorisées, en l'occurrence ici les femmes musulmanes, lorsqu'elles parlent de ce qu'elles entendent par liberté, par émancipation, par libération, et mieux encore, si on les laissait mener elles-mêmes les luttes qu'elles jugent prioritaires dans leurs propres termes et sur leur propre base. Pas Daniel? Bon, moi, je vais parler depuis
ma personnalité de métisse, comme Gloria Anzaldúa le dit, qui vit entre les deux mondes. Alors là, quand je vais penser aux contributions de ce chapitre pour des questions actuelles, je pense d'un côté, de mon côté immigrante, avec tous les discours anti-immigration, toute cette autorisation de cette figure de l'immigrante. Alors, j'imagine qu'une immigrante féministe et professeure, ça doit être vraiment quelque chose de dangereux. Dans ce côté, je pense que les chapitres, il va vraiment contribuer à penser à comment on décolonise les savoirs, comment on s'approprie aussi de cette place de non-être, ou de s'être mis dans des espaces de non-être et comment on va s'approprier de ça pour créer quelque chose de différent. Mais aussi, de l'autre côté, de mon côté brésilien, alors d'une crise de la démocratie, d'une personne qui, avec d'autres collègues brésiliens ici, qui on a vécu un gouvernement d'extrême droite explicitement antiféministe, et qui, malgré aujourd'hui que c'est ex-président, il est arrêté, il continue à avoir le soutien d'une grande partie de la population. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette crise démocratique, dans cette crise du monde, dans ce monde où on voit, c'est légitimé d'effacer de toute population, de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, c'était un peu dans l'esprit de Magali d'avoir un peu l'espace littéraire de ce livre pour écrire de notre façon, pour écrire à partir de ces écrits vivres, pour vraiment me sentir bien dans un côté un peu plus littéraire. Et en pensant que comment on apporte de la souplesse dans ce monde en crise. Et là, en parenthèse, moi, mon rôle, c'est vraiment pas d'apporter de la souplesse pour rien. Je pense qu'il faut vivre dans l'inconfort. Mais j'avais besoin de revenir sur mes origines brésiliennes pour pouvoir penser à comment on crée des alliances. Parce que quand on a commencé à vivre tous les gouvernements d'extrême droite, une des choses que c'était vraiment à l'ordre du jour des agendas féministes, et je peux dire latino-américaines et peut-être mondiales, qu'il faut créer des alliances translocales. Alors, ce chapitre, il est vraiment pour moi de suivi, c'est que Sonia Alvarez, elle propose comme une politique de traduction translocale. Alors, vraiment, comment on va trafiquer des idées, trafiquer des rêves et trafiquer des pensées révolutionnaires à travers le monde en ne pas respectant les frontières des espaces des États-nations. Alors, l'écriture, c'est une façon de le faire. Et c'est comme ça que mon idée d'apporter, de faire ces voyages des idées d'ici et là, en faisant cette traduction des langues aussi. Et ça, moi, j'étudie, mes recherches portent sur les questions antiféministes, anti-genre, les politiques antiféministes, anti-genre. Alors, je pense que ça, penser les politiques et les discours haineux à partir d'une perspective féministe, décoloniale et révolutionnaire, ça nous aide à comprendre et à démanteler les discours haineux aussi. Alors ça, c'est une contribution que je veux que ce chapitre il soit. Et pour finir, je reviens à l'écrivie de Conceição Evaristo comme vraiment cet écrivie à partir des écrits de faire montrer, de faire visibiliser nos histoires constamment effacées. Alors, pouvoir prendre cet stylo ou ces cahiers, cet ordinateur, y écrit par nous-mêmes, c'est vraiment un processus d'appropriation, comme j'ai dit, de cette place de non-être, de cette place de l'autorité opposée, et de reprendre tout ça pour réaffirmer leur existence et pour rejeter aussi les forces décoloniales qui vont toujours continuer de délégitimer et effacer nos corps. Alors, on montre à travers de l'écriture, moi je montre à travers ce chapitre, et moi j'apprends avec ces femmes-là et ces femmes que j'ai traduites, que c'est comme ça qu'on renforce nos existences.
Bon, on va reprendre peut-être les... Est-ce que Magali, tu voulais répondre aussi? En plus, je vais être brève. Super. Merci. Tellement de cerveaux badass ici, là. Je suis vraiment contente d'être dans cette pièce. Merci beaucoup. Moi, le lien que je fais, je vous ramène à Sailor Moon, Hunger Games. Et vraiment, l'idée, moi, c'est beaucoup plus macro, le lien que je fais avec l'actualité. C'est plus cette idée de... puis peut-être que ce sera controversé, puis on pourra en reparler après, mais cette idée de... Je remarque qu'il y a une montée du spectacle politique, vraiment, qui bien sûr, qui depuis longtemps entraîne une polarisation dans les débats sociaux et qui devient plus souvent performance que réflexion. Et dans cet ordre d'idées de ne pas se séparer et ne pas se mettre contre et se souvenir qu'on est ensemble vers une même chose, moi, c'était ce lien-là que je faisais avec cette idée de, tout à l'heure, j'ai donné l'image de se tirer la couverte, de tout le monde veut que son travail soit mis de l'avant et que finalement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour toutes nos voix pour être connues, pour être entendues. Et je trouve que c'est ça, de faire attention à... Et peut-être que c'est pas possible, mais de ne pas jouer ce jeu du spectacle politique, peut-être. Cette idée de ne pas leur donner des munitions de ces conflits, entre guillemets, intracommunautaires, finalement, entre féministes pour pouvoir venir nous taper sur la tête. Ouh, j'ai rattrapé mon cahier. Et donc, c'était vraiment dans cette réflexion-là que j'apporte. Donc, je n'irai pas dans une perspective. Ben, vous avez compris que c'est partout de toute manière dans l'espace médiatique, donc pas besoin de nommer quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ça, la réflexion que je fais avec l'actualité. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Ça va peut-être faire rentrer dans le temps. Merci beaucoup Magali. Samia, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui? Ok, merci. Donc, merci beaucoup. J'imagine maintenant on ouvre à la conversation ou comment vous vouliez quand... Ouais? Super. Donc, à vous de poser des questions pour être en conversation avec les autrices. Il y a un micro baladeur ici, donc Anne-Julie va très gentiment se promener dans la salle. Alors, vous avez seulement à faire signe si Oui, vous voulez intervenir. Il y a un autre micro fixe aussi. Pardon? Ou si ça vous dérange pas, oui, merci beaucoup. Donc, il y a un micro baladeur. Ah, ok, elle arrive vers vous. Donc, si possible, peut-être aussi vous présenter très brièvement, comme ça on peut savoir aussi. Bonjour. Bonjour. Je suis Karen Ganso, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM. Je suis très contente d'être là ce matin. Je vais vous épargner tout ce que j'ai cogité lorsque j'ai lu juste le thème du colloque. Ma question beaucoup, c'est pour je pense que c'est Maïma, l'extrait que vous aviez lu. Je vous remercie beaucoup pour l'extrait. Je vois que ça a touché beaucoup de personnes. Vous avez dit, je cite, on amène les femmes à réussir dans un monde d'hommes. Vraiment, je me suis beaucoup arrêtée là-dessus. Et ma question, ça retourne à la même réflexion qu'on a toujours. Pourquoi penser qu'on est dans un monde d'hommes? C'est ma première question pour vous. Là, on parle d'un féminisme blanc. Je me demande toujours pourquoi, parce que si on parle d'un féminisme blanc, je pense que la notion de privilège devrait retourner, rejaillir, refaire surface. Et je me demande ici, je pose une question vraiment générale aussi à chacune des femmes. Est-ce que vous ne vous sentez pas déjà privilégiée? Parce qu'on parle parfois de cette notion de privilège, féminisme blanc. On voit toute la déchéance que ça a fait. Est-ce que vous pensez que ce féminisme est réellement blanc? C'est aussi une deuxième question à se poser. Est-ce qu'elle est réellement blanc, ce féminisme-là? J'ai vu la collègue tantôt qui parlait d'une lettre d'amour.
Est-ce que nécessairement on ne devrait pas retourner à l'amour dont parle Bell Hooks au final? Parce qu'on prend toutes les théories, vous avez cité Hill Collins, on a vu toutes les théories qui ont été faites, on a toutes nos pionnières qui sont retournées à l'intersectionnalité. Vous parliez tantôt de la viande halal. Donc on comprend qu'effectivement ce féminisme-là, d'après mon point de vue, il a peut-être échoué. Donc il faut repartir sur des nouvelles bases. Est-ce que l'amour ne serait pas la base pour laquelle il faudrait repartir? Et ma réflexion avec vous ici, c'est de dire pourquoi penser que on est dans un monde des hommes? Merci beaucoup pour vos Merci. questions. Oui, merci. Oui, dans le texte, il y a vraiment plusieurs précisions. Mon texte arrive en deuxième, mais justement, je l'ai écrit. En fait, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était précisément parce que je me disais, ben, je pense que là, compte tenu du fait qu'il y aura 20 chapitres dans ce livre, on a quand même besoin de savoir avoir des définitions un peu plus claires des termes avec lesquels on négocie tout au long du livre. Alors, je clarifie ce qu'on entend par blanchité, blanc, contrat racial, féminisme blanc. Pour moi, le féminisme que je qualifie comme blanc, je crois que ça fait partie, il y a une section qui fait partie de l'extrait que j'ai lu, mais c'est vraiment cette nébuleuse féministe qui, donc, ça ne réfère déjà, ça ne réfère pas automatiquement à la question de la couleur de la peau. Donc, on doit déjà distinguer la blanchité comme système politique de privilège et ce qu'on appelle dans les travaux la blancheur de la peau, qu'on distingue de la blanchité qui est vraiment un phénomène politique, de la blancheur de la peau qui renvoie simplement à la diversité du phénotype, la couleur de la peau, la forme des yeux, la texture des cheveux, la couleur des cheveux, etc. Donc, il est possible, à partir de cette perspective-là, d'imaginer que l'on peut être comme moi, brune de peau, mais participer du système politique de la blanchité. Et à l'inverse, on peut aussi être blanche de peau, comme le sont les alliés d'ailleurs qui participent au livre, puisqu'il y a quelques personnes qui sont blanches de peau qui participent au livre, mais toutefois travailler activement à ne pas prendre une part active à ce système politique qui contribue constamment à fabriquer cette figure de l'altérité, à distinguer les groupes les uns des autres et pas seulement les distinguer, mais à les hiérarchiser, donc à marginaliser, stigmatiser, exclure systématiquement un groupe par rapport à un autre. La raison pour laquelle ensuite je parle de cette tendance à ne pas remettre en question le système tel qu'il existe, les institutions telles qu'elles sont déjà organisées depuis longtemps et simplement à chercher à s'y faire une place. Dans mon texte, je crois que je parle de se faire une place au soleil, là, un peu dans l'optique de Hunger Games, justement, qui est discuté par le texte de Magali, c'est-à-dire que les femmes ont été, de manière générale, laissées à l'écart, maintenues à l'écart de la plupart des institutions telles qu'elles ont été définies il y a longtemps, en notre absence. À partir du moment où des femmes ont commencé à revendiquer qu'elles avaient un droit à l'égal accès à ces places, ben, elles y ont été admises, de peine et de misère, mais soit c'est que la force du nombre n'est pas assez là, soit que c'est que l'emprise de la domination masculine et du patriarcat est tellement puissante qu'à la fin, on se retrouve dans des logiques d'intégration ou d'inclusion, mais sans être capable de véritablement changer ces organisations-là. Donc, on arrive, par exemple, il faut donner des exemples concrets, sinon j'imagine qu'on ne comprend pas trop clairement, mais j'arrive, moi, par exemple, en philosophie, il y a 20 de femmes historiquement, 1 de personnes noires. Bon, on arrive, je suis une femme. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis là et donc, je suis incluse comme une femme dans un monde d'hommes qui fonctionne d'après les règles de fonctionnement, les valeurs, les principes, la manière de concevoir c'est quoi le succès académique, c'est quoi les critères de promotion, comment est-ce qu'on doit rédiger une demande de subvention pour que ce soit jugé légitime, valable, pertinent, quels sont les sujets traités qui vont être vus comme des sujets, importants en philosophie, mais quels sujets vont être compris comme étant, en fait, c'est de la sociologie, ça. Le féminisme, les affaires domestiques, de quoi on parle? C'est privé, c'est pas politique. Donc, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc, à partir du moment où on se situe dans cette logique, dans le fond, dans ma thèse, je parlais d'une logique d'égal accès, d'accès à un monde qui a déjà été défini en notre absence, simplement pour s'y trouver, y tirer des avantages, un salaire, un revenu, une part de pouvoir pour soi-même.
ben, on laisse ce système-là fonctionner tel qu'il le fait. Un monde d'hommes, un monde blanc, en fait, aussi. Et compte tenu de l'ensemble des crises auxquelles nous faisons face, qui ont été identifiées en introduction, la crise climatique, la crise sociale, la crise politique, l'immigration qui va survenir face justement à la crise climatique, je pense que là, l'heure est venue de cesser de demander d'être admise dans un monde d'hommes qui a été fabriqué en notre absence et qui, de toute façon, nous brise et nous brime et nous déprime et nous fatigue et nous épuise. De toute façon, épuise tout le monde en réalité, là, les hommes comme les femmes. Je commence à m'emporter. Mais en fait, un système qui profite vraiment au 1% là, à la fin. Et commencer à se retourner vers les travaux que produisent les femmes des marges, les femmes. Là, je dis plus largement les femmes des marges parce que et les féministes des marges parce que j'inclus aussi en fait dans ma réflexion plus large les féministes en situation de handicap, neurodiversité, les féministes trans qui ont des travaux extraordinaires sur la manière de reconfigurer nos vies amoureuses, les soins aux dépendants, etc., la vie de famille, parce que précisément les personnes trans ont souvent été rejetées par leur propre famille, donc ils sont forcés, de par leur situation, d'imaginer d'autres manières d'entrer en relation et de créer des réseaux de soutien qui sont en dehors du cadre hétéronormatif, patriarcal, régulier. Donc, il y a des ressources vraiment positives, extrêmement porteuses dans ces travaux-là pour reconfigurer nos façons de faire et cesser de simplement chercher à accéder à quelque chose qui, de toute façon, nous mène à l'impasse et en plus de nous épuiser et nous déprimer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour ta réponse. Est-ce que je peux dire une phrase sur l'amour? Vraiment vite fait, Leïla, promis. L'amour, oui, mais aussi la lutte. Et je pense que les deux doivent se faire en parallèle et pas au même moment, selon l'énergie, l'espace-temps, et c'est pour ça qu'on est plusieurs. Revenir qu'à l'amour, c'est une belle idée, mais il faut qu'on passe le flambeau en même temps, parce que si on drop tout le flambeau en même temps, qu'est-ce qui se passe dans 20 ans? Donc, c'est un peu cette idée de tout doit se faire en parallèle et en même temps, selon l'énergie qu'on a requise. Et c'est pour ça que c'est un mouvement. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. On va prendre d'autres questions. Oui, à vous. Oui, Koué, merci. Ma question nous amène ailleurs, mais peut-être pas vraiment. Mais ça suit bien cette explication qui était donnée là, sur le fait qu'on vit bien dans un monde d'hommes et d'hommes blancs. Et ben, présentement, en tout cas pour moi, il y a une question que je me dis, je vous vois là avec toute la pluralité de perspectives que vous amenez, et il y a une question qu'on ne peut pas ne pas aborder, selon moi, qui est celle que présentement des hommes et des hommes blancs au pouvoir viennent de décider de fragiliser le droit à l'avortement au Québec. Et contre le point de vue des groupes féministes, et pas seulement de féministes blancs. Et je sais, Naïma a écrit là-dessus, mais en même temps, ici, je trouve ça tellement riche parce qu'on parle d'histoire et de femmes, donc pas seulement de femmes blanches, de l'amour des femmes noires. Bon, l'histoire, on parlait de ce qui était déjà arrivé dans des régimes autoritaires au Brésil. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment on le comprend, ça, qu'en 2025, il y a des hommes blancs qui viennent nous imposer ici de fragiliser le droit à l'avortement, qu'est-ce qu'on peut apprendre peut-être d'une perspective comparative, c'est quoi l'impact aussi du point de vue pas seulement des femmes blanches. Et donc voilà, c'est pas une question simple, mais je pense qu'il faut qu'on se la pose. Si on ne se la pose pas ici, où est-ce qu'on va se la poser? Donc, on va prendre une autre question peut-être, et comme ça on fait une réponse groupée, si possible. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, ah oui, allez-y. Oh, ça marche, ça? Oui, bonjour. Bonjour, j'ai une question en ligne, donc je vais la lire. Donc, c'est bonjour, j'ai une question, s'il vous plaît. Je suis Radja Abdel Sadok, doctorante en première année en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais. L'une des autrices, je crois, a précisé la volonté de laisser la place aux femmes musulmanes de prendre leurs enjeux en main et de les questionner et d'y répondre. Dans mon sujet de recherche, je me demande si je dois aborder la question des femmes journalistes en général ou bien des femmes musulmanes dans
le journalisme au Québec. D'un côté, j'ai peur d'être perçue comme pas assez scientifique et trop militante, ou alors que ma recherche et mon travail soient trop ciblés et donc pas considérés comme sérieux. De confession musulmane, j'ai peur qu'on m'essentialise aussi. Une peur aussi de prendre sa place dans l'espace public, alors qu'on voit bien que les études sur les femmes noires font déjà partie du paysage scientifique. Donc, une question sur la représentativité, le militantisme et la place de ces savoirs scientifiques. Merci. Excellente question. Qui aimerait prendre la parole? C'est pas mon panel. Oui, déjà. Leïla, ben oui, c'est la chair. Ben, sur la première question de l'avortement, c'est plus des remarques que des... oui, c'est ça. Ben, pour moi, c'est un peu... il y a quand même une logique similaire. On l'a dit plusieurs fois. Je pense que le livre l'illustre aussi. On est dans des logiques de domination qui s'alimentent puis qui s'entrecroisent. Je pense que l'attitude, ou en tout cas le discours notamment de Jolin Barrette sur euh, on va, grosso modo, on va vous sauver que vous le vouliez ou non. C'est un peu ça la logique, là. Que vous le vouliez ou non, ben c'est aussi cette logique-là qui dit on va sauver les personnes ou les femmes, plus précisément, les femmes musulmanes de leur propre communauté. On va leur montrer c'est quoi le féminisme, on va leur montrer comment elles doivent se libérer. Je pense que c'est dans cette même logique-là et que dans ces logiques, s'il y a quelque chose qui peut ressortir, puis on voit, alors, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, mais c'est l'idée que c'est logique, même si elles ne sont pas, elles ne touchent pas de façon indifférenciée tout le monde. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des logiques qui pèsent plus lourd que d'autres, mais dans ces logiques-là, c'est aussi de se dire que il faut essayer de comprendre ces logiques parce qu'un jour où on a tendance à se dire, parfois, ça ne me concerne pas. Et un jour ou l'autre, ça va finir, cette logique va finir par se ramener à nos réalités. Puis on a plein d'exemples dans les féminismes et hors des féminismes. Je pense par exemple à ce qui s'est passé lors des... rapidement, c'est juste des liens que je fais dans ma tête, là. Ce qui s'est passé lors du printemps arabe, que la répression policière qu'on a pu voir du mouvement étudiant, puis tout le monde était étonné en se disant comment ça que la police nous lance des balles de caoutchouc? Comment ça qu'ils sont si violents? Comment ça que cette surmilitarisation nous frappe au visage comme ça, alors que des groupes comme la Ligue des droits et libertés, par exemple, disaient depuis plusieurs années que la militarisation de la police, la répression du droit de manifester était un problème. Peu s'en préoccupaient parce que ça touchait pas ces groupes, ça touchait notamment beaucoup de groupes racisés. Puis là, tout d'un coup, on se réveille quand ça nous arrive en plein. Je pense que ces logiques-là sont importantes dans notre façon d'analyser les situations politiques, mais aussi de réfléchir à la solidarité et aux alliances pas tant dans la perspective de prendre le crachoir pour dire dans ce cas-là que des hommes, ben, c'est ce qu'il fait en fait, John Barrett, mais des hommes prennent le crachoir pour dire comment les femmes devraient faire, mais ou des femmes qui prennent le crachoir pour dire comment des femmes musulmanes devraient faire, mais dans une perspective euh, d'appui puis d'écoute face aux luttes présentes et historiques de certains groupes pour pouvoir comprendre cette logique-là. Je voulais ajouter, bon, dit de ce qu'Alexandra a dit, ben, pour parler de l'avortement, je pense que avant, ça, une question, c'est que
ça devient de plus en plus explicite, comme si, si ce n'était pas avant, les contrôles des corps des femmes. Encore, on est là-dedans. Ça vient dans les thèmes théoriques, encore toute la question du contrat sexuel et du contrat racial qui ça vient avant les contrats sociaux, etc. Je pense qu'il y a un autre côté aussi de penser dans cette crise de la démocratie libérale qu'il y a des choses qui ne marchent pas. On a ici dans la salle plusieurs personnes, dont John Lamoureux qui a déjà beaucoup écrit sur il faut faire une critique de la démocratie libérale parce que ça ne marche pas et on le savait depuis toujours. Si on avait écouté d'autres personnes qui ont déjà dénoncé des contrats hétérosexuels, des contrats raciaux, etc. Il y a quelque chose que ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est ça, c'est explicite. Il y a toute une question de la radicalisation aussi de la population, des jeunes. Une autre chose, on parle des hommes politiques, mais en fait, comme Naïma elle a dit avant, on parlait de représentation politique, mais maintenant, aussi, il faut continuer à penser la question de la représentation politique, mais qui sont les femmes qui occupent le pouvoir? Genre, au Brésil, la plupart des projets anti-avortement sont des projets déposés par des députés, des parlementaires femmes. Alors, on a augmenté la représentation politique, ça signifie quoi? Alors, je ne suis pas certaine que dans le cas d'avortement, on parle que d'une question d'hommes politiques. Et là, il y a un autre problème. Mais surtout, ce qui me surprend toujours, et là je viens à ce qu'Alexandra dit, c'est pourquoi on est surprise. Honnêtement, pourquoi? Et pour moi, il faut parler de la colonialité. Parce que comment ça arrive ici? Bon, voilà. Alors, il faut vraiment qu'on parle de colonialité, il faut qu'on parle de cette blancheté qui pense que c'est vraiment ce système de pouvoir où tout va bien, de cette démocratie libérale, ben ici, tout allait bien. Mais non! Si on écoute, c'est ça, si on avait écouté des groupes déjà socialement, historiquement marginalisés, on aurait su que non, ça ne va pas très bien. Si on avait comme maintenant, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, moi, j'ai vu plusieurs collègues qui disaient « Oh my God, ça arrive aux États-Unis, mais pourquoi vous êtes surpris? C'est arrivé, c'est la deuxième fois. C'est arrivé ça au Brésil. Ben, c'est vraiment très, très, très pareil, la façon, les mécanismes d'action. Pourquoi on est encore surprise? Et je pense que c'est ça. Il faut penser à nous décentrer pour apprendre des expériences des populations et groupes historiquement marginalisés pour pouvoir avancer. Okay. Il y avait la deuxième. Oui, bien sûr. Tu as un micro? Oh mon Dieu. Merci. Pour la personne qui a posé la deuxième question, que je ne vois pas parce qu'elle est en ligne, donc j'imagine que je vais regarder la caméra, genre là. En tant qu'étudiante au doctorat en histoire, qui est une femme biraciale, mais dont les expériences sont majoritairement celles d'une femme noire, je suis perçue comme une femme noire dans mon département. C'est extrêmement, je relate extrêmement à ce que tu dis, surtout qu'en histoire, c'est majoritairement des hommes blancs dans des départements ou même des femmes blanches qui ont de la difficulté à concevoir qu'on peut appartenir au groupe qu'on étudie, puis quand même avoir une perspective qui est objective. Puis tu sais, j'entends aussi, puis je trouve ça important quand même de ramener aussi qu'il y a cet enjeu aussi de classe et d'élitisme au fait qu'en tant que doctorant, doctorante, quand on présente des nouvelles perspectives qui n'ont peut-être pas été abordées par nos supérieurs, bien souvent nos savoirs sont invisibilisés ou bien sont pas considérés. Moi, une des manières, en fait, une des façons dont je procède, qui est quand même encore contestée à ce jour parce que l'histoire, c'est un peu un environnement reclus où l'interdisciplinarité n'est pas du tout considérée. Un bon exemple, c'est que je voulais parler des travaux de Robin Maynard dans mon mémoire de maîtrise, puis mon directeur m'a dit « c'est excellent, mais probablement que ton évaluation va en souffrir parce que tes savoirs ne sont pas considérés comme historiques ou basés sur des faits parce que c'est pas démontré avec des sources primaires. En tout cas, il y a tout un jargon qui est parfois un peu intense. Moi, ce qui m'a aidé, bon, c'est de faire, ben, whatever, je vais quand même utiliser l'interdisciplinarité. Je vais aussi m'éloigner de ce qui a été fait au Québec parce que de toute façon, le Québec n'est pas
Malheureusement, en histoire, il n'y a pas beaucoup, justement, on en a parlé, de narratifs sur l'histoire des femmes noires. Je vais voir ce qui est fait au Canada anglais. J'adopte une perspective globale. Je m'inspire d'intellectuels au féminin qui ont publié dans des revues scientifiques, qui ont publié dans des revues académiques, qui ont quand même eu justement un processus, on va dire, d'acceptation, qui sont passés par la roue académique, donc leurs savoirs sont validés, right? C'est juste qu'elles ne sont pas nécessairement au Québec. Puis j'ai réalisé que souvent, c'est dur, un peu plus dur à contester parce que justement, il y a la légitimité du fait que c'est des revues scientifiques, c'est quand même des personnes qui ont des postes dans des universités, c'est juste qu'elles ne sont pas là. Mais c'est pas facile, il y a de la résistance, j'en ai vraiment eu beaucoup pour mon mémoire de maîtrise aussi. Je pense aussi qu'il faut savoir choisir ses batailles. Puis un dernier truc, je ne sais pas si tu as une supervision, mais la supervision joue énormément aussi là-dedans. Vraiment avoir un ou une superviseur avec qui tu peux échanger de façon transparente de ces enjeux-là, ça change tout, mais des alliés profs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tout ça pour dire solidarité, c'est pas évident. Je sais qu'on devait finir à 11 heures, mais on a commencé un petit peu plus tard. Donc, avec l'approbation des organisatrices, on va prendre une dernière question, s'il vous plaît, et puis on pourra passer au prochain. Alors, bonjour. Ouvert, ça, c'est ouvert, oui. Bon, c'est On bien. vous entend. Alors, mon nom est Tamara Termitus. Alors, je voulais juste bâtir un peu sur ce qu'Alexandra a dit, parce que les propos d'Alexandra, relativement au fait que ce qu'on a vécu est la même chose pour votre collègue à côté, je pense que c'est important de relire l'histoire, puis ça touche un peu à ce que tu t'as dit. C'est-à-dire, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas sociodémocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Alors, je pense que ce qui a été dit en 1950 s'applique à la vie de toutes les femmes. Et ceux qui approchent le pouvoir se ramassent souvent seuls en ayant l'expérience. Et rares sont ceux qui protestent. Merci. Merci, oui, ça termine très bien donc notre panel. Merci beaucoup pour cette intervention. Oui, on va prendre une dernière question parfait, de la personne en ligne. Oui, s'il vous plaît. Super. Donc, bonjour, je m'appelle Gada. Je travaille comme chercheuse dans le communautaire à Montréal. J'aimerais poser la question suivante. En tant que féministe décoloniale de gauche, récemment immigrée au Québec, comment peut-on formuler des recherches et des réflexions qui critiquent la politique de nos pays d'origine, politique d'extrême droite, patriarcale et hostile aux libertés individuelles, sans être perçu comme quelqu'un qui chercherait à white passer, à essentialiser sa propre culture d'origine ou à renforcer le regard orientaliste du monde blanc dominant sur nous? Qui aimerait répondre à cette question? Bon, si je peux. Bon, c'est la question n'a pas vraiment des réponses, mais en tant qu'une Brésilienne qui fait une critique, lapsus, qui fait des recherches critiques par rapport à mon pays depuis des universités du Nord, ma réponse, c'est retourner aux sources et montrer comment, à partir de nos théories, on peut expliquer ce qui arrive à nos pays aussi. Parce que pour moi, c'était vraiment très facile de prendre toutes les théories que j'ai apprises à l'université, même au Brésil. C'était encore des savoirs vraiment occidentalo-centrés. Alors, retourner aux sources brésiliennes, latino-américaines, afro-diasporiques, etc., ça me donne le pouvoir et la distance d'être ici pour pouvoir poser un regard critique par rapport à mon pays, mais surtout pour dire qu'on avait toujours là-bas les réponses. Alors, comment on peut répondre à nos questions là-bas, mais comment on peut encore faire les voyages des idées pour apporter ces idées, pour contribuer aussi qu'ici et là. Alors, de faire cette frontière, je pense que c'est vraiment dans une perspective féministe, décoloniale et critique,
c'est une façon de lutter contre la blancheté, lutter pour ne pas tomber dans ce système politique de blancheté, de hiérarchisation des corps. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour vos chapitres et pour votre contribution et de l'avoir partagé avec nous. Merci à vous toutes de la richesse de vos questions. Et je pense qu'on doit arrêter là. Merci. On va se revoir au prochain panel. Merci.